Deuxième partie donc de MVP, cette nouvelle émission qui parle d'emploi, d'insertion, d'orientation, sans trop se prendre la tête, en vous donnant parfois des pistes de réflexion pour vous-même ou vos proches. On passe à l'entretien d'embauche avec notre invité MVP, Simon Puech. Ça va, Simon? Ça va très bien. J'ai pas ramené ma lettre de motivation par contre. Je Ah sais ouais. pas si tu es au courant, mais. Oui, mais il y aura un mini entretien d'embauche à la fin pour voir si je t'embauche ou pas. Ok, très bien. Bon, sachant que je te remercie déjà pour la première partie de l'émission, Avec c'était plaisir. super de t'avoir. En fait, c'est un moment où on va prendre un petit peu le temps de revenir sur ton parcours, Ouais. ta carrière. Tu es jeune, mais tu as déjà une belle carrière derrière toi. Comment ça a commencé, où tu en es aujourd'hui, et peut-être aussi Ça va, quoi. tes projets. Quand je dis jeune, oui, tu as 28, J'ai eu 28 ans il y a 4 28 jours. ans. Ouais. C'est vrai? Ouais, le Bonne 19 juin. Mais j'ai pas de cadeau, rien. Ok, T'inquiète, en désolé. vrai, l'émission, Bon. c'est déjà très Tu bien. l'as fêté? Tu l'as fêté? Ouais, non, pas T'as eu- encore. Là, on attend, on va le faire avec des amis ce week-end. Parce que peut-être trop de boulot, trop de. Là, ouais, en vrai, c'était du travail ces derniers temps. Pas mal de vidéos qui sont en cours, quoi. Youtubeur depuis 2016. je C'est crois. ça. J'ai démarré le 2016. 2 janvier 2016. Ouais, donc ça fait quelques années déjà. Ouais, Hein et j'en ai vécu. J'ai commencé à en vivre 2 ans après. Ça a commencé par le gaming, il y a eu du voyage. Exactement, ouais. Ouais. En fait, à la toute base, la chaîne s'appelait Le Jeu Vidéal. Mhm. Et ça parlait vraiment de jeux vidéo, qui est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. Et ça vient juste de moi qui pose à l'époque, c'était un iPhone 5S, qui pose mon iPhone 5S sur une étagère dans ma chambre, un après-midi où je m'ennuie. Ouais. Exactement, juste sur une étagère. Et je me dis, ok, je consomme YouTube depuis tellement longtemps. Il serait peut-être temps que j'essaye de faire un truc moi aussi. Et donc, j'ai parlé d'un jeu que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Hotline Miami. J'ai monté ça rapidement. Je l'ai montré à ma mère, avec qui je vivais à l'époque. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et puis j'ai mis ça sur Internet, un peu, quelques vidéos, etc. Et ça a démarré comme ça, quoi. Incroyable. Tu as un bon anniversaire en retard dans le chat Merci beaucoup. pour toi. Et puis on va y revenir aussi, mais il y a donc après du contenu de voyage et aujourd'hui de la géopolitique, Ouais. de la société, de l'actu aussi. Moi Ouais. je sais que dans mon chat, depuis que je me suis lancé sur Twitch, on me parle souvent de toi. Ok. Ouais, j'ai des viewers qui aiment bien ton travail aussi. Ouais, parce que je pense qu'on a des créneaux qui se touchent un peu, donc il y a pas mal d'échanges de communes, je pense. Et sur YouTube et sur Twitch aussi, hein, depuis 2017, je crois. Ok, Hein d'accord. Oui, moi Ouais. sur Twitch. Ouais. Alors sur Twitch, la chaîne existe depuis 2017. Ouais. Maintenant, je me suis vraiment mis à Twitch juste après le confinement. D'accord, donc ça fait 4 ans, quoi. Ouais, dans ces eaux-là. 4 ans à peu près. Quand moi j'arrive aussi sur Twitch. Fan de jeux vidéo, on l'a dit. Ouais. Donc il va y avoir plein de petits clins d'œil au domaine de l'emploi, du Ouais, travail. parfait. On commence l'aventure donc au premier niveau, le lycée Camille Julien. À Bordeaux. Je prononce bien, c'est ça? Exactement. À Bordeaux. Genre, tu fais partie de ces enfants et de ces ados qui passent toute leur vie dans la même école ou pas? Ouais, non, j'ai jamais bougé En fait, j'ai fait la même école primaire toute ma primaire, Ouais. le même collège, tout mon collège, mon Bordeaux, séjour. et Bordeaux. Bordeaux, je suis né là-bas. J'ai eu un petit passage de ma vie professionnelle à Paris, Ouais. mais Bordeaux, j'y suis retourné, là j'y vis actuellement. Il y a eu effectivement le lycée Camille Julien. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'à la fin de mon lycée dans le public. Je suis passé dans du privé pour mon master 2, mais sinon ouais, j'ai jamais changé d'établissement en cours de route, quoi. Et c'est une notion qu'on a évoquée au cours de cette émission, mais est-ce que tu as su très très tôt, toi, une forme de vocation, que tu voulais aller vers ces métiers Pas de du tout. information / divertissement, création de contenu ou Ouais, non, pas du tout. Vraiment. Alors moi, d'aussi loin que je me rappelle, quand j'étais petit, c'était soit pilote d'hélicoptère, soit chauffeur de taxi. Ok. Et voilà, donc vraiment rien à voir. Transport. Ouais, Pilote transport, d'hélicoptère, voilà, exactement. chauffeur de taxi. Et je sais pas Non. d'où ça vient. Non, en soi, je réfléchissais pas vraiment à ce que je voulais faire plus tard. Ouais. En fait, c'est venu ce truc-là de mon baccalauréat. Donc j'ai eu un bac ES. Et je sors de là en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, je voyais pas vraiment ce qui allait pouvoir me donner envie de faire un métier. Et au final, je m'oriente dans une école de commerce numérique parce que je me dis, ok, j'aime bien Internet, je traîne énormément sur Internet. Bon, les écoles de commerce, c'est un peu le truc par défaut pour moi à ce moment-là. Donc je me dis, ok, je vais faire un truc un peu nouveau qui mixe les deux. Et c'est au milieu de ces études de commerce numérique, qui aurait pu être en fait totalement autre chose, que je lance ma chaîne YouTube et que ça devient plus tard mon métier. Mais en vrai de vrai, c'est devenu, comme Lydia a été dans l'émission, c'est devenu un métier passion qui m'est tombé dessus, quoi. Un peu par accident, quoi. Exactement. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, savoir que finalement des jeunes qui savent très 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 tôt ce qu'ils veulent faire, parler de vocation, en fait, je pense qu'ils ne sont pas très Non. pas si nombreux que ça. On passe au niveau 2, Ouais. on reste dans le domaine jeux vidéo. Avec les études, tu viens d'en parler d'ailleurs, école de commerce, Ouais. toujours à Bordeaux, Ouais. donc dans le digital, parce que tu t'intéresses à Internet. Donc l'intérêt à Internet à l'époque, il est principalement provoqué par YouTube ou il y avait d'autres
Il est provoqué par plein de choses. En fait, j'ai Ouais. toujours traîné depuis que je suis ado sur des forums à droite à gauche. Donc beaucoup YouTube aussi à l'époque, quand il y a eu le début des réseaux sociaux, Facebook, etc. Et puis même, en vrai, je lisais déjà un peu rapidement, de loin, des journaux en ligne. Ouais, vraiment de loin. Ah oui, donc Et je tu commences commençais un petit tu peu. Ouais. t'informes assez tôt Ouais, sur exactement. Internet. Donc Ok. bref, j'ai toujours traîné là-dessus. Puis évidemment, pour le monde du jeu vidéo, j'étais tout le temps connecté. J'ai beaucoup joué à Minecraft. Il y avait des forums où on parlait énormément. Des groupes TeamSpeak, notamment Humble à l'époque, ça s'appelait Mumble, je crois, je sais plus, un des deux. On parlait énormément en ligne. Donc j'avais besoin d'Internet pour ma passion du jeu vidéo aussi. Donc Internet, voilà, ça me paraissait assez évident. Donc je fais des études qui vont dans ce sens-là, où on apprend des trucs comme j'en sais rien, le community management, les bases de certains CMS, les bases de certains langages de programmation, voilà, un peu de communication aussi d'une manière générale. Mais à l'époque, tu vois, c'est assez rigolo. Je me souviens que les professeurs, parce que souvent dans ces écoles de commerce privé, les professeurs sont des C'est des professionnels. pros, hein, c'est ça, ouais. C'est ça. Et je me souviens qu'à l'époque, ils disaient, quand ils arrivaient, qu'on les connaissait à peine, Ouais. qui veut monter sa boîte? Et j'avais plein de potes qui levaient la main, ouais, moi. Moi, pas du tout. Je me voyais vraiment choper un CDI, monter une carrière et, tu vois, avoir un métier balisé, voilà, et que j'allais suivre. Pourquoi? Parce que tu trouvais ça rassurant? Oui, ou exactement. C'est Je ça? trouvais ça rassurant. J'avais des passions à côté. Je me disais, je les entretiendrai sur mon temps libre. Et en fait, donc, mon métier passion m'est tombé dessus. Le fait de devenir entrepreneur m'est tombé dessus. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai ce recul, si j'ai de la chance pour rien au monde, je me chope un salariat. Tu vois. Ouais. Est-ce que dans ton entourage, il y avait justement des entrepreneurs? C'est-à-dire, parce que parfois, on ne se projette pas dans la création d'entreprise, dans ce rôle-là, parce qu'on n'a pas ce modèle autour de soi. Bah exactement, C'était ma le cas? mère était clerc de notaire, mon père a été concessionnaire puis contrôleur de plateforme pétrolière, donc pas du tout. Ils ont En pas même temps, un concessionnaire, c'est un chef d'entreprise quand même. Ouais, mais lui, il était salarié. D'accord, ouais, et ça, Donc j'avais pas du tout ce Ok. truc-là. Ma famille s'en cognait et ma mère, c'était plus bon, bah, si tu peux faire médecine ou Sciences Po, je suis contente. le fameux. Le fameux médecine ou Sciences Po, tu vois. Voilà, c'est exactement ça. Attends, intérêt très fort pour le digital, Ouais. pour le numérique, Oui. pour Internet, pour les jeux vidéo. À aucun moment, tu te dis à cette époque-là, enfant, ado ou jeune adulte, moi, en fait, je vais bosser dans le secteur des jeux vidéo. Il y a eu plein de fois Si, cette réflexion. Il y a le fameux métier qu'on pense être un métier de rêve, alors que ça l'est pas du tout d'ailleurs, mais de testeur de jeux vidéo, c'est le classique. Non, et puis au final, je me souviens que dans mes études supérieures, j'avais eu l'occasion de passer 3 mois à Montréal. On avait en plus pas mal côtoyé le milieu du jeu vidéo à Montréal, qui est assez vivant. Il y a Ah oui Ubisoft notamment, qui est très gros là-bas. Et j'aime bien, mais en fait, je me rends compte que c'est quand même du métier de bureau dans le fond. Donc je me dis, ok, c'est sympa. Pourquoi pas? Ça me ferme pas les portes, mais j'ai quand même un peu une désillusion de ce que c'est finalement dans le fond. Et puis au final, les métiers du jeu vidéo, quand t'es pas testeur de jeux vidéo, et encore testeur, c'est un métier qui est très particulier, mais c'est quand même beaucoup de programmation, ou alors de l'art. À ce moment-là, je suis pas très dessin, je suis pas très programmation non plus, donc le jeu vidéo dans son ensemble me tente pas mal, Ouais. mais dans les sous-catégories, il y a rien où je me retrouve. Et tu te rends compte peut-être, c'est ce que tu viens de nous laisser entendre, que, je sais pas, dans les conditions de travail, c'est Ouais, peut-être voilà, pas c'est aussi, du métier de bureau. En plus, on connaît que dans le milieu du jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle la culture du crunch, qui Ouais, est quand tu vas ouais. sortir un jeu, de vraiment te décarcasser à faire des horaires inhumains, etc. Donc, tout ça fait que je me dis, ok, ça reste une porte qui m'intéresse, ça reste un domaine qui m'intéresse, mais bon, pas au point que que je sacrifie tout pour l'atteindre. En 2015, tu as fait le projet Voltaire. Oui, Hein, c'est rigolo ouais. ça. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, le projet Voltaire, c'est une certification Ouais. pour l'orthographe, qui montre que tu as un sacré niveau en orthographe. Hein. Est-ce que tu as fait ça pourquoi? 2015, tu as quel âge en gros à 2015? J'ai 19 ans. 19 ans. Donc, est-ce que c'est un goût pour la langue Eh ben, française, c'est pas de pour mon la initiative. littérature? En fait, c'est pas de mon initiative. En vrai de vrai, je suis très critique quant aux écoles que j'ai fait post-bac. Ouais. Les écoles de commerce, je suis assez critique vis-à-vis d'elles. Mais il y a quelques trucs dans ces études supérieures dont je suis assez content. Ouais. Et il y a donc le projet Voltaire, c'était la première école que j'ai fait post-bac. De base, elle nous disait voilà, on sait qu'il y en a plein, vous allez arriver avec des lacunes en français, vous allez arriver, on va vous le faire passer. Et en vrai, j'ai pris du niveau, j'ai pris beaucoup de niveau. Alors j'avais un ami dans ma classe qui était dyslexique, lui il en a bavé. Mais en vrai, ouais, le projet Voltaire, c'était une initiative de mon école en première année post-bac. Et en vrai, c'était une bonne initiative.
Ça s'est bien passé, Ah oui, ça s'est bien passé, je l'ai eu. Tu l'as eu. Maintenant, est-ce que c'est sans faille et est-ce que ça m'arrive encore aujourd'hui d'aller taper sur Google la phrase que je veux mettre pour vérifier s'il n'y a pas 2-3 fautes quand même dedans? Mais je te rassure, il n'y a pas de dictée, tu sais Non, pas. non, Tu sais, non, j'aurais pu là. sortir la dictée avec les mots improbables là. Je suis encore très mauvais avec certains C'est pas accords. prévu. C'est drôle parce que j'ai entendu deux choses dans ce que tu me disais sur l'école. Tu m'as parlé des matières que tu avais bossé dans cette école de commerce en disant qu'il y avait des choses qui manifestement te servent peut-être encore aujourd'hui, tu vois. Et en même temps, tu me dis que tu as un regard critique sur ces écoles. Ouais. T'as aimé ces études-là ou au contraire, tu trouves qu'elles t'ont pas apporté beaucoup? En fait, c'est compliqué parce que j'estime que ce que j'ai ce qui m'a. En fait, aujourd'hui, honnêtement, si je devais dire est-ce que ces études-là m'ont servi pour le métier que je fais, à savoir créateur de contenu, je dirais non. Non. Et vraiment. Mais en même temps, c'est pas un métier qui s'apprend dans une école. Exactement. Maintenant, si j'avais dû faire un métier plus traditionnel, lié au digital, au numérique et à la com, voilà. Pareil, en fait, j'estime que ces études-là, ou en tout cas ces 5 ans pour un Master 2 que tu vas accorder à te trouver un métier, en fait, on ne se rend pas compte de la puissance des stages et des alternances qui, pour moi, font faire 90% du taf. Les écoles, en vrai de vrai, que moi j'ai faites, faut s'entendre, c'est le cliché des écoles. On dit tu payes ton diplôme, c'est un peu le genre de cliché d'école là. Bon, c'est quand même beaucoup de soirées, t'apprends des trucs. C'est important les soirées. Oui, c'est important pour la socialisation. Et moi, j'ai mon groupe de potes des études supérieures, c'est toujours le même. Oui. On Et s'entend puis super bon, bien, si on fait tu vois. pas la fête à cet âge-là, on le fera jamais. Évidemment. Donc à un moment, Mais sur le fond du fond de ce que j'ai appris, en vrai, par rapport au prix que ça coûte, je reste quand même assez critique. Et je reste assez critique aussi vis-à-vis de ce qu'elles te promettent sur les salons, en te disant vous allez gagner monts et merveilles, etc. etc. Et d'ailleurs, je suis assez content de me rendre compte que sur TikTok, notamment beaucoup, il y a pas mal de personnes qui passent par des formations qui, au final, sont assez décevantes pour eux et qui le disent. Et donc aujourd'hui, là où avant tu pouvais te renseigner sur les écoles uniquement par les salons et un peu te référer aux seules belles promesses qu'elles là, avaient. tu peux aller sur les réseaux. Aujourd'hui, tu peux aller sur les réseaux, taper le nom des écoles et les anciens étudiants vont te dire oui, parfait ou en vrai, pas ouf. C'est important ce que tu dis, parce qu'on est peut-être regardé par des jeunes en orientation ou des parents aussi. Donc attention aux promesses des écoles. Exactement. Ah oui, parce qu'elles, il ne faut pas oublier qu'elles sont là pour se vendre. Hein. Leur fonds de commerce, c'est qu'il y ait des élèves. Donc il y en a qui vont très bien s'en sortir, il y en a qui vont complètement correspondre. Dans le milieu de la com et du commerce, il faut quand même être sélectif. Alors, je reprends mon histoire de jeux vidéo. On a commencé par niveau 3. Le premier niveau, le niveau 2. Là, on va faire une petite quête secondaire. Ah, ok, parfait. Tu parlais à l'instant de l'importance des stages. Ouais. Hein, les premières expériences pro, les premiers stages, tu t'en rappelles? Ah ouais, alors ma toute première expérience pro. On sent que c'est important. Tu vois, celle-là, peut-être qu'elle a eu un tout petit peu d'influence, alors que c'est vraiment le stage où tu fais rien. C'est le stage de 3e, de 2 semaines, un peu de découverte. Mais je l'ai fait à l'Opéra de Bordeaux, au Grand Théâtre. J'étais avec les accessoiristes à l'époque. Et donc, en fait, j'avais fait du théâtre. J'ai fait du théâtre quand j'étais plus petit, donc en extrascolaire. C'est un truc qui m'a pas mal animé quand j'étais plus jeune. J'en ai fait 6-7 ans, je crois. Et en gros, donc, je fais mon stage un peu piston. C'est les stages de 3e. Tu te débrouilles un peu pour caler ton gamin aux copains, de machin, de ci, de ça. Et donc, moi, je me retrouve, grâce à une couturière amie de ma mère, à l'Opéra de Bordeaux. Et en fait, je me rends compte que quelque part, la représentation, même si je suis avec les accessoiristes dans ce stage-là, j'aime bien. Je trouve ça cool. Donc ça, c'est ma toute première, si on peut appeler ça expérience pro, c'est ça. Et puis après, j'ai eu des stages dans plein de trucs très différents. Vraiment très, très différents. J'ai été dans une petite boîte de Bordeaux. Exactement, ouais. J'ai été dans une petite boîte de jeux vidéo indépendante à Bordeaux. J'ai été à la communication. Donc ça, c'est ma petite expérience à Paris. La communication interne à la BNP Paribas, à Opéra à Paris. Des stages, j'ai été aussi j'ai fait de la communication pour une marque de coque de smartphone qui était à Bordeaux. Il y a eu un peu de tout en vrai. J'ai été pendant le plus longtemps aussi dans une agence de communication. Et tu vois, je pense que l'agence de communication dans laquelle j'ai été doublé du stage que j'ai fait chez la BNP Paribas en com interne, c'est peut-être ça qui m'a dit ok, la com, je sais que je ne veux pas faire. C'est pas ça que tu veux pour le coup. Ouais. Je peux comprendre que ça plaise. En vrai, ça peut. Mais en fait, je me suis dit, c'est un truc que je pourrais faire 4-5 ans, mais je me vois pas faire ma vie là-dedans. Voilà. Et donc, c'est peut-être. Et ça a correspondu, ce stage, pas celui à la BNP, celui dans une boîte de communication, dans une agence de communication à Bordeaux, ça a correspondu pile au moment aussi où ma chaîne commençait à prendre. Donc, peut-être commencer à voir que c'était pas ce que je voulais faire sur le très long terme, d'être dans ce stage-là, m'a dit, ok, bon, ben. Part sur YouTube. Mais c'est intéressant parce que les stages, c'est parfois ce qui permet de savoir ce qu'on a envie de faire et aussi ce qu'on a envie de pas faire du tout. Exactement. Ouais. Ou en tout cas, ça permet de mesurer vraiment l'enthousiasme qu'on avait, quoi. Je me rappelle d'un stage dans la banque, moi. Tu vois le premier jour, je dis ah ouais, bah non, bah, ça va pas. Non, je vais jamais être dans une banque, quoi. Et on en parlera peut-être après, mais en vrai, moi, ce qui m'a aussi beaucoup orienté, c'est des rencontres personnelles.
de personnes avec qui j'ai eu des discussions. Je pense à Thomas Bragg, qui a une chaîne YouTube américaine qui s'appelle Yes Theory, qui m'a pas mal poussé à la fin de mes études à me dire mais vas-y, mais lance-toi, si c'est pas maintenant, c'est jamais. J'ai Charles Villa, qui est le grand reporter de Brut, Bien sûr. qui m'a un peu mis le pied à l'étrier du reportage. En fait, il y a des stages qui m'ont permis de mesurer mes attentes, et puis il y a des rencontres personnelles qui te font prendre des virages aussi. Des petits jobs aussi, des jobs d'été ou pas? Ouais, j'ai fait des jobs d'été. Notamment un que j'ai fait 2 fois d'affilée, 2 étés d'affilée. J'ai un frère qui travaille dans une usine de peinture, donc j'ai aussi fait des travaux beaucoup plus manuels, beaucoup plus voilà. Donc j'ai fait 4 mois au total, 2 étés d'affilée, des travaux vraiment de manutention pure et dure dans une usine de peinture Unicalo à Bordeaux, où c'était gérer les déchets de l'usine, quoi. Et ça m'a beaucoup fait marrer parce que je me baladais en fait tous les deux dans un transpalette pour aller chercher. Donc moi je me marrais, j'avais pas le permis encore à l'époque. On revient au transport. Exactement. Donc c'est pas pilote d'hélicoptère, c'est pas pilote de taxi. C'est un transpalette. Et ça m'a beaucoup fait rire. Et puis un autre où je conditionnais des pots de peinture. Mais voilà, donc j'ai un peu touché, même si c'est très bref, à des travaux, des travails vraiment très manuels, quoi. Mais ça, c'est important aussi parce que Ouais, voilà. ces jobs qui sont parfois des jobs physiques, Ouais. durs, ça te montre aussi qu'il y a des métiers qui sont durs. Voilà, et ça permet aussi d'imaginer les conditions de travail et de vie de ceux qui ont ces métiers qui sont parfois durs et on n'imagine pas à quel point. Exactement. Je reviens à la quête principale. Vas-y. Avec ta transformation, Ouais. parce que aujourd'hui tu es créateur de contenu depuis des années déjà, donc YouTube 2016, en parallèle de tes études, au tout début de tes études finalement. Ouais, en fait, en bac plus 2,5, 3. Ok. Comment tu gérais ça à côté de tes cours? Le début, c'est les jeux vidéo, l'iPhone 5, tu le sur poses et l'étagère. tu te dis, finalement, j'en consomme, je vais aussi produire de la vidéo. Donc ça n'est comme ça. Là, je vois le jeu vidéal. Ouais, bah voilà, première vidéo, ça. Oh, non, c'est vrai. Si, c'est la toute première. C'est ma chambre là où j'habite. Mais c'est déjà top. Attends. Ouais, c'est un iPhone 5. Hein, Attends, sans mais non, éclairage, ce que je sans veux dire, rien. attends, t'as un décor, t'as un cadre. Il est composé là, ton cadre. Ah, je te jure que c'est vraiment l'iPhone sur une étagère, juste à la bonne hauteur. Non, mais ok, c'est propre. La lumière, c'est ok. Ça va. Les petites incrustes et tout. Ouais, bon, on essayait, mais c'était vraiment le début. C'est vraiment le tout début, tu vois. Après, j'avais une expérience rapide Ouais. avec des amis quand on allait à l'étranger. On faisait des vidéos de voyage. Donc j'avais quand même 2-3 petites notions de certains logiciels de montage, Final Cut d'ailleurs qui m'a jamais quitté, mais j'avais quand même quelques notions de montage rapides. Mais ouais, après là, tu vois, je suis pas encore très à l'aise. J'ai pas l'habitude de la caméra, mais j'avais un petit passif de vidéo de voyage. Ok. Et le rendez-vous s'appelait donc le jeu. Le jeu Vidéal. Vidéal, C'était le nom de la chaîne même. Hein. Ça s'appelait ok. Jeu Vidéal avant que je la renomme. Comment tu gérais ça à côté des cours du coup, parce que t'étais étudiant quand même. Bah ouais, exactement. En fait, je me souviens d'une période. En gros, je fais plusieurs vidéos donc du jeu Vidéal qui sont en vrai assez faciles à produire puisque je les filme dans ma chambre, je les monte rapidement. C'est pas un gros travail de montage du tout. Je publie ça. Ça prend pas des masses. Et puis, sur un malentendu, je me dis, ok, je vais tenter de me faire repérer par Doc7. Ouais. Donc qui est un gros youtubeur à l'époque. Il avait dans les 800 000 abonnés. Et en fait, il avait la générosité de présenter des petites chaînes émergentes au début de ces grosses vidéos qui faisaient à l'époque des centaines de milliers de vues et des millions. Waouh, Ouais. trop Ça s'appelait bien. les Salut Internet. Et j'envoie un message un peu à l'arrache sur Facebook à William, il s'appelle. Salut Doc, voilà, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais parler de ma chaîne? Je fais ça. Et lui, il voit le message 2 mois plus tard. Il me dit, écoute, c'est bien. C'était pas bien, mais c'est bien. Je vais te mettre en avant un de ces 4. Et puis quelques mois plus tard, il met en avant et je passe de 191 piles abonnés à plus de 28 000. Donc en fait, ça a été l'étincelle. Le coup de Voilà. coup de pouce. Et donc de là, j'ai commencé à me dire, ok, il faut que j'essaie un peu de produire mieux ce que je fais. Donc j'ai demandé à Bordeaux des coups de main, si des gens pouvaient m'aider. Il y a eu un mec adorable qui s'appelle Sébastien Appéré qui m'a dit, écoute, je vais te filer un coup de main parce qu'il aimait bien ce que je faisais. Et donc lui a commencé à m'aider mais mon premier vrai décor entre guillemets, c'était l'agence de communication où j'étais en stage. Il y a certaines vidéos où on voit des petites loupiottes derrière et des espèces de bureaux, c'était ça. Et comment je gérais? En fait, c'était à la fin de certains soirs de stage, je disais au patron, est-ce que tu peux me prêter l'agence pour que je filme après les heures de bureau? Il était ok. Là, il était en mode ok, pas de souci. Sympa. Et ouais, il était adorable. Christophe, s'il passe par là. Et du coup, Sébastien me rejoignait à la fermeture des bureaux de l'agence. On filmait, moi je montais ça et je publiais. Voilà. Je crois que c'est Voilà, ça. c'est ça, Je crois que exactement. Et C'est les une petites, agence de les petites communication. lumières dont tu parlais. Exactement, une agence de communication à Bordeaux. Et donc ça, c'était après les heures donc de stage. En gros, j'avais Sébastien qui me rejoignait, qui m'avait découvert quelques mois avant. Et puis voilà, donc là, tu vois, il commençait à y avoir déjà un petit peu plus de prod. Je commençais à être La accompagné. petite entrée dans le champ, Exactement,
Non, la lumière, la lumière, le décor, Ouais. ça upgrade là. Et donc ça a été fait, donc c'était après, ouais, après les stages, je faisais ça, on tournait à peu près une fois par semaine, un truc comme ça. Et d'ailleurs, je remercierai jamais assez Sébastien qui était adorable à l'époque où j'avais zéro budget, de me dire écoute, tu me payes en kebab, ça me va très bien, tu vois. Il y a Iri dans le chat qui dit que c'est comme ça qu'elle t'a connu. Je pense au moment où tu as pris les 28 000 abonnés là. Ouais, voilà, c'est avec là Doc que tu as Seven, ouais. découvert. Mais du coup, ça met parce que en gros, en une journée ou deux, tu prends 28 000 abonnés, enfin presque. Ouais, quasiment. Que tu avais quand même 100 et quelques, 191 Ouais, 191. quand même. C'est quand même, hein. Bah, c'est pas rien. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, comment ta réaction, c'est tout de suite, ok, il faut que je propose un contenu vraiment en termes de qualité, il faut que je sois plus, c'est ça parce que subitement les réactions, elles arrivent en masse aussi sur ton travail. Bah en gros, je me dis, maintenant qu'il y a du monde, c'est plus juste le truc que je pourrais potentiellement abandonner dans 3 mois. Je me dis, ok, s'il faut que j'essaye un truc, c'est maintenant. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai demandé si je pouvais avoir un coup de main. Sébastien m'a accompagné. T'as ta chance, mais tu l'as saisi aussi. Tu dis, maintenant, il faut que je transforme le truc. Je serai jamais assez reconnaissant auprès de William, donc Doc Seven, de m'avoir filé l'étincelle. Et puis après, une fois que tu as cette étincelle, il faut mettre l'essence, quoi. Bon, donc en vrai, non. Après, Sébastien est venu me filer un coup de main, il m'a aidé. Puis on a commencé à essayer d'instaurer un rythme. Moi, je me suis mis une espèce de rigueur, de discipline. Et puis c'est parti comme ça a petit à petit mordu. Et puis le jeu vidéo a commencé à être un format qui commençait à être suivi, quoi. Et moi, je me disais, ok. Et donc chaque vidéo, le truc que j'aimais beaucoup à ce moment-là, c'est que chaque vidéo, comme je faisais quasiment tout, à part le cadrage où Sébastien m'aidait, comme je faisais quasiment tout, à chaque fois, j'apprenais un nouveau truc à l'écriture, un nouveau truc au montage. Et en fait, c'était plus en jeu qu'autre chose de me dire, ok, je débloque. Mais ça, c'est super de tout faire au début. Ouais, voilà, exactement, parce que tu comprends. Tu maîtrises ton produit, voilà, tu apprends plein de choses. Ouais. Voilà, et en apprenant de nouvelles techniques, tu changes ton écriture aussi. Exactement. Et c'est là, je pense aussi que c'est devenu une vraie passion. Je me rappelle que j'y connaissais rien. Encore une fois, au début, je me suis filmé avec un iPhone 5. Je me rappelle de conversations avec Sébastien qui me prêtait un coup de main au début, autour d'un café où il me disait, écoute, les ISO, ça marche comme ça, le shutter, ça marche comme ça, le diaph, c'est ça, clac, clac, clac. Et là, je commence à m'y intéresser, je commence à me passionner, la colorimétrie, tout. Et là, je suis en mode, ok. Et régularité, tu arrives à te donner une régularité sur tes vidéos, ton exigence, elle est aussi à ce niveau-là, en disant que tu sortir une vidéo tous les X. À l'époque, sur YouTube, c'était vraiment bien. Tu sais, c'est un peu l'époque Fabien Olicard, Pierre Cross, où faire une vidéo par jour, c'était très mis en avant. J'avoue que j'arrive pas à avoir un rythme aussi effréné que ça. C'est quoi, c'est une par semaine ? Non, on est même à... Oui, c'est une par toutes les 2 semaines à peu près. J'essaye d'avoir un rythme le plus présent possible, tout en essayant d'avoir, pour mon humble niveau, la qualité de vidéo la plus poussée possible. Donc j'essaie de trouver le juste équilibre entre moi, ce que j'ai envie de consommer, ce que je regarderai, et en même temps, essayer de sortir le plus possible et pas faire de trous énormes. Tu es étudiant, donc tu as les cours, exactement. Tu as les soirées. J'ai les cours, j'ai les stages, j'ai les soirées. Les soirées, c'est important. Et puis il y a même des voyages à l'étranger aussi, imposés par l'école à ce moment-là, où pareil, il faut trouver, quand tu vas 3 mois à Montréal, 3 mois à Stockholm, il faut trouver le moment de produire là-bas, même si tu n'as plus ton matériel, quoi. Les abonnés sont au rendez-vous, c'est-à-dire que avec l'effort que tu fournis là, avec cette arrivée massive d'abonnés, est-ce que ça suit? Est-ce que ça t'encourage? Est-ce que la courbe d'abonnés continue à progresser? Ouais, alors ça progresse doucement, mais sûrement. Moi, je suis très content. En vrai, alors il y a un truc que je faisais beaucoup et que je fais toujours d'ailleurs, hein, pour un peu matérialiser ces chiffres-là. C'est que je compte en Stade de France. Un Stade de France, c'est 80 000 personnes. Okay. Je vois à quoi ressemble un Stade de France. Ouais. Donc en fait, il y a des fois où ça m'arrive qu'une vidéo marche moins bien que que là, à l'époque déjà. Et je me dis, ok, mais tu te rends compte quand même de la quantité de personnes qui te suivent. Donc non, en vrai, je me rends compte de ce que je suis en train de monter petit à petit. Je suis jamais, et je le suis toujours pas, serein que ça tiendra dans le temps. J'ai toujours l'impression d'être à mon pic, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis toujours, ça y est, j'ai atteint le pic. Mais malgré tout, je constate que ça avance petit à petit. Ça, c'est un Stade de France. Ça, c'est un Stade de France. Voilà. 80 000 personnes. Et c'est vrai que ça fait du monde. Ouais. Et puis voilà, quand je me dis, ok, tu te rends compte de la taille que c'est. Non. Et puis en vrai, je suis très content, très reconnaissant. Et puis aussi, à un moment, en 2018, premier contrat. Là, je me dis, ok, là, il y a un truc à faire, quoi. Contrat, c'est-à-dire il y a une marque qui me dit, écoute, on est prêt à te payer. Une opération. Ouais. À l'époque, mon tout premier contrat qui tombe, c'est 2 500 €. Ouais. Qui tombe. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et puis moi, je suis encore étudiant à ce moment-là. Ouais. Donc, je me dis, mais c'est monstrueux. Moi, je suis habitué au stage à 500 € par mois. Ouais. Je me dis, non, c'est assez fou. Et donc là, voilà, je me dis, ok, il y a vraiment un truc à faire. À ce moment-là, je suis justement en stage à la BNP Paribas à Paris. Je me dis, ok, je compare un peu. Je me dis, bon, c'est peut-être le moment de mettre encore. Tu vois, à chaque fois, il y a des étapes comme ça où ça m'incite à m'investir encore plus. Contenu de jeux vidéo au début, mais aujourd'hui, il y a eu du voyage, géopolitique, actualité. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un projet que tu avais en tête depuis le début? Ou est-ce que c'est venu après? Non, en fait, ça a suivi ma passion et mes intérêts personnels. C'est-à-dire que j'étais donc très dans le jeu vidéo.
Ça m'a toujours animé. Et puis, à un moment, à mesure que je grandis aussi, je commence à... Tu sais, ce truc de... Je lisais déjà un peu ce qui se passait dans le monde, etc. Ouais. Ça commence à de plus en plus prendre une part importante de ma vie. Donc, je me dis, OK. Et puis, je pense déjà un peu à l'époque à si ça doit durer dans le temps, il faut pas non plus que je m'enferme dans une case. Donc, je me dis, OK, on va y aller mollo. On va pas faire un virage à 90 degrés. Je développe un petit format qui s'appelle Chrono, qui à la base devait juste être un format très court qui me permettait d'animer la chaîne entre les jeux vidéo, qui était le format historique, qui eux demandaient de plus en plus de production parce que j'avais de plus en plus d'ambition pour ce format. Donc je développe Chrono. Et puis Chrono, déjà dans le ton, c'est un peu plus engagé. Je dirais pas encore politique, mais on y va quoi. Et puis au bout d'un moment, je fais 2 chronos qui sont toujours en rapport avec le jeu vidéo pour tâter le terrain, voir si l'audience commence à se rapproprier un peu ce format. Je me dis, OK, le 3e, il va même pas parler de jeux vidéo. Part sur autre chose. Et donc, va s'enclencher pendant plusieurs années une espèce de transition lente de ligne éditoriale, de jeux vidéo pur à autre chose, géopolitique, question de société. Cette douce transition, elle a été à la fois ce qui m'a pas fait exploser du jour au lendemain très vite, parce que les gens, ils savaient pas trop pourquoi ils s'abonnaient. Ouais. Des fois, il y avait des vidéos de jeux vidéo, des fois, il y avait un truc un peu plus politique. Donc, ils savaient pas trop. Et en même temps, je pouvais pas aller plus vite, sans quoi j'aurais perdu tout le monde et il aurait fallu que je redémarre à zéro. Donc ça a transitionné doucement. Et la transition a fini vraiment de s'opérer au bout de, je pense, 2 ans après le Covid. Parce que j'avais des tournages qui étaient prévus pour le format du jeu vidéo à l'étranger, parce que la production était maintenant sérieuse et tout. Forcément. Voilà, Covid arrive, annulé. les tournages sont annulés. Et en fait, pendant les mois de Covid, la ligne éditoriale Géopo, elle avait continué. Le jeu vidéo, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait plus. J'ai dit, bon, on va arrêter là. Et du coup, n'est resté que la géopolitique et la société. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de jeux vidéo. Et bien si, le beau message là-dedans, et c'est là où je suis très content, c'est qu'il y a 2 ans maintenant, donc la radio-télévision belge francophone, la RTBF, m'approche en me disant, écoute, nous on aimait bien ce que tu faisais à l'époque avec le jeu vidéo. On a une chaîne qui s'appelle RTBF XP, qui parle de jeux vidéo. Pour le moment, à l'époque, elle était petite, elle devait avoir 30 000, 40 000 abonnés. Ils me disent, on aimerait bien que tu reprennes spirituellement le jeu vidéo et que tu en fasses un truc chez nous. Et donc on a monté avec un autre youtubeur qui parle de jeux vidéo, qui est très talentueux, nostalgique, un format qui s'appelle Dernière Game, qui est un peu l'évolution spirituelle du jeu vidéo, mais qui n'est pas chez moi. Donc je sacrifie pas ma ligne éditoriale actuelle, mais j'ai toujours la chance de pouvoir parler de jeux vidéo ailleurs. Et on en est à la 2e saison de Dernière Game, et c'est super. Je suis très content. Félicitations. Voilà. Dernière Game, c'est ça. Et on y est là. Du coup, si on fait une pause aujourd'hui, pour voir ta fiche personnage. Ouais. Ah oui, très bien, très bien. Si je te demande, là, je viens de te rencontrer, et la fameuse question qu'on pose souvent aux créateurs de contenu, et je te demande, tu fais quoi dans la vie? Tu vas répondre quoi simplement? En vrai, je dis, moi, le terme que j'utilise le plus, c'est créateur de contenu. Et quand je vais dans le détail, je dis ma planète, ce qui me rapporte le plus de chiffre d'affaires, ce qui est mon cœur de métier, c'est YouTube. Et j'ai des satellites, Twitch, 2 fois par semaine, TikTok, ou qui sont des best-of de moments Twitch, Instagram pour un peu ma vie perso, et Twitter où je dis que des conneries. Donc en gros, voilà, j'ai mes satellites et j'ai ma grosse planète au milieu. Et au milieu de tout ça, je suis créateur de contenu. Mais moi j'aime bien ce terme, créateur de contenu. Pareil, je l'aime beaucoup. J'ai du mal avec le terme talent, je trouve qu'il fait un peu pédant. Influenceur, c'est tout et n'importe quoi. Vidéaste, pour moi, ça a un peu le côté cinéma. Donc créateur de contenu, je trouve que c'est le bon. Les projets pour ta chaîne, comment tu les choisis? Quand on te propose des choses, est-ce que tu as des critères? Quand une marque arrive, quand une agence arrive avec un projet, comment tu sélectionnes? Bien sûr, alors déjà aujourd'hui j'ai la chance d'être entouré, j'ai une super agent, Julie, qui bosse aussi avec Micode, qui bosse aussi avec Avamind, Bastille UI, Ajax, donc une super agent. Donc elle m'aide aussi un peu à aiguiller vers qui on va. Il y a des fois, il y a des marques que je connais avant qu'elles approchent, je suis ravi de bosser avec elles. Et puis après, pour les sujets, en fait, j'essaye toujours d'avoir des sujets qui sont, je l'espère, pas trop mainstream. En fait, mon grand jeu, c'est d'arriver à attirer des gens sur des sujets auxquels ils n'auraient jamais misé un copec. À la fin, ils sortent en se disant, j'ai appris des trucs et je m'y attendais pas. C'est un peu vraiment mon grand jeu. Donc en fait, mes sujets, je les trie. Voilà, est-ce que je vais pouvoir attirer du monde sur un sujet de niche ou a priori de niche. Plus la chaîne grandit, plus c'est difficile aussi de pas tomber dans le pur mainstream, donc c'est une balance assez fine. Et donc je me suis entouré de certains co-auteurs. J'ai Justine Rex, qui est une ancienne de chez Vice, qui me file des coups de main. J'ai Vincent Bresson, qui a notamment fait un livre sur la génération Zemmour, qu'il avait intégré durant les anciennes élections présidentielles, etc. Donc lui qui m'aide aussi. J'ai Guillaume Natas, qui lui est un habitué de YouTube, qui a pas mal bossé avec Squeezie, Magla, qui me file un coup de main. Voilà, donc, et puis je prends aussi beaucoup d'avis. En vrai, mon agent, je lui demande son avis. Mes amis, je demande leur avis. Quand j'ai un sujet, je dis ça vous intéresserait? Vous pensez que c'est cool? Donc je prends aussi un peu la température.
Tu as fait des sujets sur des enquêtes sur des sujets un petit peu chauds, hein, tendus parfois. Dans ces enquêtes, est-ce qu'il y en a une qui a été plus compliquée à faire que les autres? Je disais, il y a eu des rencontres, notamment celle avec Charles Villa qui est grand reporter pour Brut. Lui, il m'a mis un peu le pied à l'étrier alors, vraiment, j'essaie de rester vraiment le plus terre à terre possible du grand reportage. J'ai absolument pas la prétention d'être grand reporter, mais j'ai essayé d'aller sur des terrains, voilà. Avant que l'Ukraine, par exemple, ne soit de nouveau médiatisée avec l'invasion de Poutine, c'était un terrain qui me fascinait. J'ai essayé d'y aller un tout petit peu, avant qu'il réattaque, au moment où personne n'entendait parler. Et aller sur place. Ouais, ça c'est un des reportages qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Donc quand on dit chaud dans le sens dangereux entre guillemets, ça c'en est un. Il y a eu l'Afghanistan plus tard, une fois que les talibans avaient repris le pouvoir. Après moi, dans les reportages que j'aime beaucoup, que je trouve très aboutis sur ma chaîne, il y en a un qui n'a pas d'ailleurs rencontré le succès escompté malheureusement, mais qui est à la frontière polo-biélorusse, où il y a un mur qui est anti-migrant qui a été installé, etc. Donc là-bas, c'est une des vidéos dont je suis le plus fier, que je trouve la plus aboutie. Et après, chaud dans les vidéos dont moi je pense avoir le plus appris, il y a celle sur l'alcoolisme, où j'ai beaucoup appris sur la thématique de l'alcoolisme. Je me suis dit, ok, on voit tout ce que c'est les alcooliques anonymes. Est-ce que c'est vraiment comme ça dedans? Celle-là, j'ai beaucoup appris. Il y en a une aussi sur l'optimisation fiscale. Celle-là aussi, pareil, c'est une des vidéos où j'ai le plus appris sur, par exemple, l'économie, comment fonctionne le marché unique européen. En fait, moi-même, je suis très content quand dans mes vidéos, à la fin d'un sujet, j'ai appris des trucs. Je me dis, c'est super, quoi. Si j'arrive à m'instruire avec mon travail, je suis content, quoi. Quand tu parles de tes reportages, tu parles de l'Afghanistan, de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, tu parles de l'Ukraine, ce sont des mots qu'on pourrait entendre dans la bouche d'un journaliste. D'ailleurs, on parle de reportage, mais tu t'es défini il y a un instant comme un créateur de contenu. Tu as aussi une démarche qui est très, très journalistique. En fait, alors là, à chaque fois qu'on me pose cette question, je vole une très bonne réponse d'un collègue youtubeur qui s'appelle Sylvquin. Je crois que Sylvquin a dit un jour, et du coup, je lui vole, je ne me définirai pas comme journaliste, mais si des journalistes veulent dire que je fais du journalisme, ça me va. Je sais plus où est-ce que j'avais dit ça. Je crois que c'est Sylvquin qui l'a dit, et du coup, je lui vole. Mais non, en vrai, c'est ça. Journaliste, c'est quand même un métier où il y a une grosse déontologie, il y a des études, voilà. Donc, et moi, je suis un peu des fois, je suis un peu coucou, je suis arrivé là par hasard, je me mets ici, etc. Quand des journalistes me disent, ouais, mais ce que tu fais, c'est quand même très proche de ça. En plus, je bosse avec des journalistes qui sont vraiment officiellement journalistes. Je suis content et ça me fait plaisir. Maintenant, moi, je n'ai pas la prétention. Voilà, exactement. Moi, je pense que le journalisme, c'est pas des études et c'est pas un cadre. Et c'est une démarche. Et quand dans une démarche d'information, les gens mettent de la rigueur, de la déontologie, en vérifiant leurs informations, en sourçant leurs informations, ce que tu fais, en les vérifiant, en allant aux bonnes sources, et en étant dans une logique d'explication et de pédagogie, ce qui est le journalisme, décrire le monde dans lequel on vit. Et en fait, c'est du journalisme. Donc on peut tout à fait en faire sans forcément y prétendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais il y a des gens qui disent qu'ils sont journalistes et en fait, ils ne le sont pas vraiment. Ouais, c'est un terme, c'est vrai, qui est un peu Mais je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, on va dire que je suis RH. Voilà. C'est maintenant l'entretien. Je te fais passer un entretien d'embauche, ok. Bon, j'ai un a priori très positif quand même. Ok, bon. c'est gentil. Alors on y va. Simon Puech, créateur de contenu sur YouTube. On a fait le tour de ton CV. Maintenant, il va falloir répondre à quelques questions, mais en 60 secondes chrono. Ah ouais, ok, d'accord. C'est une embauche qui joue en... Ah ouais, là, c'est vraiment ma vie maintenant en 60 secondes. Très bien. 60 secondes, t'es prêt? Ouais. Simon Puech, quel est ton plus gros défaut? Râleur. Quelle est ta plus grande qualité? Généreux. Râleur, c'est peut-être parce que tu es exigeant, non? Il y a un peu de ça, mais le perfectionniste, il est tellement, tu vois. Ok. Bon, généreux. Qu'est-ce qui te motive à travailler? D'apprendre des choses. Sais-tu travailler en équipe? Je pense. Ah, bravo, ça. Mais râleur. Tiens. Coucou au collaborateur. Exactement. Es-tu capable de travailler sous pression? Oui. Parfois, il faut livrer un truc et t'es capable. Il y a ça, il n'y a pas de souci. Es-tu du genre à prendre des initiatives? Oui, tout le temps. Je m'attendais à la réponse. Quelle est ta plus grande réussite? Je dirais justement ce doux virage de ligne éditoriale pour davantage me correspondre dans le temps. Est-ce que l'échec te fait peur? Parce que tout le temps. Tout à l'heure, tu disais j'espère avoir la chance de pouvoir faire ça. Il me paralyse. L'échec, c'est un truc qui vraiment m'inquiète beaucoup. Bon, on dépasse 60 secondes, mais c'est ma faute parce que j'arrête pas de commenter. Non, t'inquiète. Il reste 2 questions. Tu te vois où dans 5 ans? J'espère toujours sur Internet à apprendre des choses aux gens. Et enfin, pour finir, je t'ai dit qu'il n'y aurait pas de dictée, mais en fait, j'ai triché. Donc, je vais te donner un mot seulement, puisque tu as une certification Projet Voltaire quand même, la classe. Donc, tu es assez fort en orthographe. Comment tu écris dithyrambique?
C'est pas, je sais pas s'il n'y a pas un H mystère, mais j'ai envie de dire D-I-T-Y-R-I-Q-U-E. Mais il y a un H, je crois. Il y a un H, ouais, Il est avant le après. Y. Ouais, D-I-T-H-Y-R-A-M-B-I-Q. Voilà, j'allais dire après le T. Tu vois, projet Voltaire. Ouais. Moi, j'aurais été incapable. Hein. Voilà. Simon, un grand merci. Non, mais merci à toi Ouais, beaucoup pour bravo. l'invitation. Tu m'as donné envie de consommer plus encore ta chaîne, voilà, et Mais d'aller me merci. faire plein de replays. C'est avec Vraiment. plaisir, c'est très gentil. Et j'espère que nos chemins, qui sont pas si éloignés finalement, Non, clairement. Hein. malgré les différences générationnelles, C'est rien. se croiseront souvent. Voilà. Merci Avec beaucoup. plaisir, merci à Simon. toi Samuel.